Chers internautes de la RMC Radio Mobile des Collines, à la présentation Amadou Paté Diallo. Alors aujourd'hui, Écho des Collines nous amène à débattre sur différents axes, notamment sur l'entrepreneuriat, le développement territorial, la gestion des conflits, l'organisation et la gestion foncière. Accompagné par le projet Saint-Résilience via la fondation Konrad Adenauer, financé par l'Union européenne qui vise à renforcer les capacités des jeunes leaders de la région de Kédougou. Alors pour cela, nous recevons comme invité Hassan Kamara, leader dans la commune de Dindéfelo, Mohamed Aïdara Diallo, commune Dindéfelo, Fanta Kamara, commune Kédougou. Avant de rentrer dans le but du sujet, nous donnons la parole à nos invités pour une brève présentation. Pour cela, je commence par ma droite. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers camarades. Donc, moi, je m'appelle Hassan Kamara. Je suis de la commune de Dindéfelo, plus précisément du village de Dindéfelo. Je suis gestionnaire de paye et responsable aux ressources humaines. Par ailleurs, je suis entrepreneur agricole dans la commune de Dindéfelo et je suis aussi conseiller au niveau de la municipalité de la commune de Dindéfelo. Merci. Ok. Bonsoir mes très chers, je me nomme Mohamed Aïdara Diallo, je suis de la commune de Dindéfelo, donc je suis jeune leader. Et je suis en même temps un chargé de cours d'anglais dans des collèges et lycées privés. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Fanta Kamara de la commune de Kédougou, dans le quartier de Danimayo. Moi, je suis agent commercial et jeune entrepreneur dans le secteur avicole. Allez, merci. Nous allons rentrer dans le but de questions. Alors, monsieur Kamara, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, en fait, l'entrepreneuriat pour moi, ça a été toujours une passion, quoi, parce que moi, depuis le début déjà, depuis que j'étais élève, voilà, j'ai trouvé mes parents entreprendre, même si quand même c'était pas très professionnel. Voilà, mais après aussi, au fil du temps, j'ai vu que la solution au chômage aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, quoi, en fait. Tous les jeunes ne peuvent pas se contenter d'étudier et d'attendre une insertion professionnelle, en tout cas d'attendre de travailler dans le gouvernement ou dans des bureaux. Voilà, j'ai vu qu'il fallait en prendre pour non seulement pouvoir subvenir aux besoins des populations, mais par ailleurs aussi pour pouvoir employer d'autres jeunes qui n'ont pas cette capacité d'entreprendre comme moi, qui n'ont pas ces mêmes opportunités que moi. Donc c'est ce qui m'a motivé vraiment à me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler du nombre d'employés que vous... Oui, actuellement, je pense que j'ai déjà 4 employés qui sont là-bas à temps plein, quoi. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres, je prends aussi par circonstance ou je dirais par période. Je prends certains qui viennent faire des tâches pour une courte durée. Voilà, mais j'ai déjà 4 personnes qui sont là-bas, qui sont avec moi, et qui sont à temps plein, quoi. Alors, Mohamed Aïdara, que retenez-vous de cette formation venant du projet Saint-Résilience sur le module de l'entrepreneuriat? Ok, merci pour la question d'abord. Donc, en tout cas, de toute façon, comme je l'ai dit à mes camarades, donc en tout cas, c'est une satisfaction autant pour moi qui m'anime, parce que à l'issue de ces 2 jours de formation qui a été tellement chargé, même si ce n'est pas trop suffisant. En tout cas, j'ai eu pas mal de bagages. Par là, comprenez que j'ai acquis des connaissances qui me sont nouvelles, parce que nulle n'était la formation. En tout cas, j'avais des zones d'ombre concernant l'entrepreneuriat. Mais dorénavant, donc, je saurais comment entreprendre si je m'y lance demain. Et que, en tout cas, ce sera en tout cas pour moi une opportunité. Peut-être de devenir comme mon grand Hassan, un grand entrepreneur. Ouais. Donc, et ce sera une occasion pour nous aussi d'appeler et puis d'épauler nos frères. Alors, je vais tourner maintenant vers Madame Kamara. Autrefois, la place de la femme était au foyer. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier d'où vient cette ambition? Bon, c'est juste qu'on est arrivé à une période où je pense que les idées doivent changer. On va dire qu'auparavant, nos mamans n'avaient pas l'ambition d'être à l'école ou bien ne se souciaient pas si une fille étudiait ou bien. Toutes les études étaient concentrées, par exemple, aux hommes. Mais aujourd'hui, si vous voyez,
dans une classe, même si vous constatez la majorité des 10 premiers, ce sont des filles. Et donc, pourquoi étudier, ensuite se dire que tous ces diplômes qu'on a accumulés, il faut qu'on les garde dans les tiroirs. On étudie pour réussir et pour en bénéficier, donc on exploite nos potentiels. Et d'où l'essentiel de ne pas dire toujours qu'on doit être dans les bureaux ou bien quelque chose comme ça. Vu qu'on apprend, et en apprenant, donc, on a tellement de potentiel, pourquoi pas donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, vous avez tourné toujours vers M. Camara. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler quel rôle et responsabilité des zones leaders pour lutter contre le chômage? Je pense que les jeunes leaders ont une grande responsabilité dans cette lutte contre le chômage. D'abord, les jeunes leaders, c'est des porteurs de voix. Donc, ils doivent participer à la sensibilisation, à l'éveil de conscience, parce que les jeunes leaders, ils sont écoutés, donc ils doivent vraiment participer à la sensibilisation. Comment faire pour les sensibiliser? Comment faire pour les sensibiliser? Bon, vous savez que nous, les jeunes, on se regroupe souvent à travers des activités, mais le mieux, c'est que je pense qu'ils doivent avoir des accompagnements, des sessions de formation comme on a eu à faire aujourd'hui. S'il y a cette possibilité d'organiser ça dans toutes les localités, même dans les villages, voilà, ça permettra à tout le monde de venir et vraiment d'acquérir beaucoup de connaissances. Et aussi, ça permettra aux gens de savoir que c'est, comme j'avais dit à l'entame de mes propos, que tous ceux qui étudient à l'école ne peuvent pas vraiment travailler dans des bureaux. Oui. Ça leur permettra de comprendre ça. Parce que de nos jours, on voit que beaucoup apprennent jusqu'après le bac sans vraiment avoir une idée de ce qu'ils vont faire demain. Donc ça, c'est une grande problématique. Il faut que les gens vraiment soient un peu orientés dès le bas âge, quoi. Donc les jeunes leaders ont vraiment cette responsabilité de sensibiliser et pour vraiment changer un peu la mentalité de certains. Alors, Mohamed Aïdara, est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs qui bloquent les jeunes de s'activer au moins dans l'entrepreneuriat? Ok, écoutez, parce que nous, au village, jadis, même si les parents considéraient cet élément, je voulais dire l'entrepreneuriat, donc comme une issue de secours. Donc, mais nous, jeunes d'aujourd'hui, nous comprenons que c'est en quelque sorte une autre porte qui nous est ouverte vers, en tout cas, notre futur bien, en tout cas, peut-être décoré. Je veux dire par là que peut-être nous allons trouver encore l'opportunité, en tout cas, de gagner ou bien d'être des patrons, pourquoi pas. Parce qu'on voit pas mal d'entrepreneurs qui sont même dans la région de Kédougou qui s'y voient, hein, franchement. Donc, nous ne le considérons pas comme, en tout cas, quelque chose comme une perte. Parce que tout à l'heure, le formateur l'a dit, quand on dit que lui, c'est un entrepreneur, même s'il a des diplômes, on va dire que c'est un loser. Donc, voilà, il est en train de perdre son temps. Mais bon, il nous a appris, en tout cas, il faudra toujours être optimiste et puis donc faire ce que bon lui semble. D'abord, il faudra avoir l'amour de ce projet sur l'entrepreneuriat. Donc, nous comprenons par là que donc, entreprendre, cela ne veut pas dire qu'en tout cas perdre du temps ou bien ne pas en tout cas avoir d'autres ambitions qui vont nous faire réussir demain. Alors Madame Kamara, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que Mohamed Aïdara vient de dire par rapport au blocage? Oui, on va rencontrer beaucoup de blocages concernant l'avancement de l'entrepreneuriat. Déjà, ce que le monsieur a dit, croire en soi, ça compte. Mais croire en soi, vous faites allusion à quoi? Oui, par exemple, dire que quels que soient les obstacles, je ne me laisserai pas faire. Parce que, par exemple, quelqu'un a dit ici, non, moi j'étais dans l'entrepreneuriat et un jour on me disait toujours que non, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Mais ça ne va pas t'empêcher d'essayer. Parce que si tu te dis que toi, tu vas être un commerçant, et que tu acceptes des bonbons pour vendre, on te dit que ça, il n'y a pas de bénéfice et que tu laisses. Comment est-ce que tu vas arriver à mettre une table? Comment vous pensez à ces influenceurs qui sont là uniquement pour décourager les gens qui sont aptes à faire de bonnes choses? Bon, je pense qu'ils ne sont pas dans leur... ils ne sont pas en train de jouer le bon rôle, quoi, en fait, moi je veux dire, parce que... Si eux, ils ne peuvent pas
donner le bon exemple. Au moins, ils doivent laisser les gens essayer, quoi. Mais c'est quand même, comme je l'ai dit, hein, surtout à ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est une problématique. Parce que quand il commence, les gens se disent que voilà, c'est parce qu'il n'a pas pu trouver quelque chose qu'il le fait. Donc, ça décourage certains. Mais pour entreprendre, il faut avoir, il faut avoir vraiment une mentalité de faire. Donc, il faut déjà avoir la passion et la vision. Parce que quand tu as ces deux choses-là, donc rien ne peut te décourager, quoi. Tu as un objectif, voilà, tu te fixes l'objectif clairement, et puis voilà, tu vas te donner jusqu'au bout, quoi. Mais quand on parle de la vision, on parle de la passion et qu'on n'a aucun gain, est-ce qu'on peut vraiment, bien tenir le projet qu'on veut vraiment réaliser? Bon, moi je pense qu'à ce niveau, c'est vrai que c'est toujours difficile d'entreprendre, de commencer, c'est toujours difficile, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir des millions pour commencer l'entrepreneuriat. On peut commencer, on peut partir de rien, quoi, pour être un grand entrepreneur. On peut aussi commencer avec des millions sans bien pouvoir structurer le programme et voilà, et tomber en faillite. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir la vision, d'avoir l'amour et d'essayer. Parce que quand tu aimes la chose, tu te dis que tu vas t'en sortir. Bon, tu vas aller avec les moyens de bord pour un début. C'est vrai qu'après, il faut qu'il y ait un peu d'accompagnement. Parce que si je donne mon exemple, moi, j'entreprends actuellement à fonds propres. C'est difficile pour un début. Mais j'espère bien aussi que, voilà, avec les organes étatiques qui sont là, qui sont en train d'accompagner peut-être les entrepreneurs de la région surtout, je parle particulièrement de la région de Kédougou, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en bénéficier. Et c'est très important, parce que si ceux qui se lancent dans le terrain de l'entrepreneuriat, s'ils réussissent, ce sera une source de motivation pour ceux qui ont la vision de se lancer aussi, de s'y mettre. Mais si déjà ceux qui sont sur le terrain n'arrivent pas à réussir, ça va décourager les autres. Donc c'est bien que ceux qui sont sur le terrain soient bien accompagnés, qu'ils arrivent à réussir, pour donner le bon exemple. En tenant compte de votre présentation, vous portez plusieurs casques. Comment vous parvenez vraiment à combiner tous ces profits? Oui, en fait, moi d'abord, je vous dis que moi je suis un fils de cultivateur. Mon père est cultivateur, ma maman est aussi agriculteur comme mon père. Donc depuis mon enfance, moi j'ai connu les champs, j'ai connu les bêtes, donc j'ai grandi avec, quoi, en fait. J'ai étudié pendant la période de l'année scolaire, mais après, pendant l'hivernage, j'aide mon papa au champ. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Mais après, quand j'ai eu mon diplôme, c'est vrai que j'ai pu avoir une insertion, mais je me suis dit que ce n'est pas suffisant. Parce que, voilà, ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Et comme vous avez dit, moi, j'ai un rôle aujourd'hui, étant leader, j'ai un rôle de sensibiliser. Mais la meilleure façon de sensibiliser pour moi, c'est de faire moi-même la chose, ce que je demande aux gens de faire. Si moi-même j'entreprends, je suis au champ quand je suis à Dindéfelo, je pense que les jeunes me voient, ils vont se dire que pourquoi pas nous? Parce que lui, il travaille, mais quand il a un peu de temps, il est là, il est dans son champ. Donc c'est ce qui m'a motivé vraiment à aller. Et comme je vous ai dit, j'ai un personnel qui est sur le terrain. Je ne suis pas toujours sur le terrain. Mais bon, je suis toujours en contact de ce personnel, que ce soit physiquement ou voilà, par le biais téléphonique ou autre moyen. Ok, Aïdara, comment se faire sentir en tant que zone dans le développement territorial? Ok, donc c'est une question un peu, voilà, je dirais un peu compliquée pour moi, mais en tout cas, quand on parle, je ne sais pas si je suis en train de répondre, vous avez dit comment est-ce que je pourrais m'en sortir sur le développement territorial. Donc c'est juste peut-être parce que il a peut-être marché un peu sur ma langue, mais parce qu'on dit souvent que moi, en tout cas, ma philosophie, elle est simple, quoi. Là, je dis que le chien aboie et puis la caravane passe, quoi. L'objectif que je me vise, en tout cas, j'y vais tout droit. Certes, il y aura des obstacles, mais en tout cas, encore, je me dirais, de toute façon, en tout cas, d'écouter tout le monde, mais je ne veux pas conserver les idées de tout le monde aussi, quoi. Donc, je veux faire la part des choses, donc, dans le futur, parce que je ne m'y connais pas beaucoup sur l'entrepreneuriat, donc, je vais continuer et puis essayer de voir ce dont je suis en train de faire. Madame Kamara, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Aujourd'hui, là où j'en suis, avec toutes mes activités, mon ambition,
c'est d'abord d'avoir mon propre local de production. Ça, c'est une vision que j'ai dans le projet avicole que je suis en train de mener. Comme je l'ai dit durant la formation, là où je suis en train de produire, c'est un espace qui ne m'appartient pas. Donc, ma vision première, c'est d'abord chercher un local là où je peux produire mes propres produits. La deuxième chose, c'est surtout avoir un personnel féminin dans le secteur avicole. Parce que là où je suis, on est 5 personnes dans la production, mais je suis la seule femme qui s'active. Donc, j'aurais bien aimé un jour que l'une de mes sœurs du quartier vienne me rejoindre dans ce projet. Et on pourra ensuite voir si dans l'avenir, d'autres jeunes vont se lever pour ne pas dire que je ne peux pas. Si. Oui. Ok, M. Camara, je reviens envers vous. Quels seront vos conseils pour une zone qui veut vraiment suivre vos traces? Bon, mes conseils, c'est comme je vous avais dit, hein, c'est d'abord distinguer, en tout cas, les domaines dans lesquels on peut entreprendre, quoi. D'abord, il faut vraiment spécifier les domaines parce que tu ne peux pas te dire aussi que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir sur quoi tu dois entreprendre. Parce qu'il y a une réalité qui est sur le terrain. Voilà, donc on ne choisit pas au hasard un domaine. Donc, on essaie bien d'étudier le domaine qu'il faut et aussi de bien s'informer avant de s'entreprendre. Avoir vraiment une mentalité de faire. Parce qu'il faut la patience surtout la patience. Un entrepreneur doit être patient. Tu ne peux pas commencer aujourd'hui et être un millionnaire aujourd'hui. Voilà, il y a des hauts et des bas, surtout pour le début. Donc, si vraiment on est prêt à entreprendre, on doit être prêt à affronter toutes les difficultés, tous les obstacles. Mais si on se dit que on est là pour surmonter à ces obstacles, d'ailleurs ces obstacles, ces problèmes-là doivent être une opportunité. Donc c'est ça. Un entrepreneur aussi, il ne doit pas avoir la même pensée que peut-être un employé, je veux dire un salarié ou quelqu'un qui ne fait rien, quoi. Tu dois savoir les personnes que tu dois fréquenter pour gagner beaucoup plus peut-être en expérience et avoir beaucoup plus de conseils. Ok, avant d'entamer la deuxième partie, Mohamed Edra, quelles seront votre attentes vis-à-vis du projet Saint Résilience? Ce projet, donc peut-être c'est de multiplier les sensibilisations, parce que là, dans une formation, on ne va pas en tout cas en avoir marre d'une formation, quoi. Quel que soit, on y gagne pas mal de choses. Alors donc, je dirais en tout cas que nous osons espérer en tout cas que dans le futur, qu'il fasse d'autres formations, même si ce ne sera pas les mêmes en tout cas récipiendaires, qu'il y ait encore d'autres zones comme ça, il y aura beaucoup en tout cas de récepteurs de ces informations et que ces derniers aussi passent les informations au niveau de leur localité. Donc du coup, dans le futur, peut-être nous aurons, si aujourd'hui par exemple, en guise d'exemple, si aujourd'hui dans Kédougou nous avons que 20 ou voire 30 entrepreneurs et que d'ici 5 ans, que nous aurons plus de 50 entrepreneurs, pourquoi pas faire la concurrence entre les Kédougou et les grandes villes. Donc c'est ce que je dirais, quoi. Ok, merci de m'avoir répondu durant la première partie. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie. Cette fois-ci, on va commencer par Mme Camara. On va parler maintenant de la gestion des conflits. Et selon vous, qu'est-ce qui crée un climat d'instabilité? Le climat d'instabilité, d'abord, le manque de communication ou bien l'incompréhension dans la communication. C'est-à-dire? Par exemple, si un leader veut parler à la jeunesse et qu'il s'y prend mal, par exemple, le message qu'il a voulu véhiculer, il ne l'a pas bien fait. Par exemple, en parlant, tu as beaucoup d'interlocuteurs. Moi, je peux comprendre ce que tu veux dire et l'autre ne peut pas comprendre. Et s'il y a un mécontentement entre les jeunes, ça peut amener des tensions. Oui. Mais aussi, je dirais, dans les religions, il faudrait que dans la communication, que ce soit religieuse, ethnique ou culturelle, que tout un chacun sache où il doit se limiter pour ne pas entraver les idéologies de l'autre. Voilà, c'est ça.
Je vais tourner vers Camara. Quels sont les types de conflits qui se reposent sur notre territoire? Je pense qu'il y a beaucoup de conflits, hein. Bon, comme partout, hein. Il y a beaucoup de conflits. On peut citer des conflits interculturels, parce que si je donne l'exemple de Kédougou, c'est une région multiculturelle, donc c'est pas évident. Vraiment, il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'ethnies dans la région. Il faut vraiment une bonne communication, sinon forcément cette diversité, en quelque sorte, elle peut être positive, mais elle peut être aussi source de conflits s'il n'y a pas une bonne communication entre les habitants. Ça, c'est un exemple. Je pense qu'un autre exemple aussi, comme ma sœur vient de parler, il peut y avoir aussi un conflit interreligieux, et un conflit même au sein d'une même religion entre les différentes confréries. Voilà, donc il y a d'autres conflits aussi entre agriculteurs et éleveurs, parce que voilà, surtout à Kédougou, vous savez, il y a un grand problème de divagation des animaux. Donc c'est un problème vraiment à résoudre parce qu'il est source de conflits. Il y a d'autres conflits aussi. Il y a des gens qui peuvent partager aussi le même domaine d'intérêt, donc des conflits d'intérêt. Bon, c'est un peu vaste si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur ce qu'ils viennent de dire par rapport? Pratiquement, ils ont tout dit. Hein. Franchement, peut-être c'est juste rajouter, surtout concernant peut-être la terre, quoi. Ils ont abordé un peu sur cela. Donc, vous voyez, parfois, nous, parce que dans Kédougou, c'est un phénomène récurrent, surtout le fait, en tout cas, d'affecter des terres à deux personnes, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose, en tout cas, à revoir. Parce que ça pose pas mal de problèmes. Et puis encore, essayer de voir, en tout cas, de tout faire pour régulariser, en tout cas, nos terres. Ils nous ont donné cela comme conseil. Donc, en tout cas, sinon, ils ont tout parlé, surtout de la divagation, comme il l'a dit. Et nous, en tout cas, dans notre zone, c'est ce qui fatigue. Parce que, imaginons, en tout cas, les animaux qui sont là sur la route, par exemple, tu amènes la personne, voilà, au tribunal pour cela, ce sera en tout cas mal vu de leur part, et que pourtant c'est un handicap quelque part quand on n'évite pas ces arts de source. Donc ils ont pratiquement tout listé. Alors on est frontalier à deux pays, à savoir le Mali et la Guinée. Je vais tourner vers Camara. Quelle doit être la responsabilité des jeunes leaders dans la prévention de l'extrémisme violent? Excusez-moi. La responsabilité des jeunes leaders. Des jeunes leaders, oui. Okay, dans la prévention de l'extrémisme violent. Voilà. Là, je vais me tourner toujours dans la sensibilisation. Mais sensibiliser hors la violence. C'est-à-dire, un jeune, tu peux communiquer, par exemple, même si ce n'est pas avec les maires ou bien, mais dans ton quartier, tu peux faire de sorte que chaque fin de semaine, par exemple les dimanches, tu peux regrouper les jeunes. Là où ils ont le temps de boire du thé ou bien d'aller fumer ou bien aller dans le fleuve. Voilà. Donc, attire-les au moins. Tu discutes avec eux. Tu les fais savoir carrément. Là, notre région, c'est une région frontalière. Parce qu'on est atteint par les conflits de la Guinée, du Mali. Donc, il faudrait que nous, jeunes de la région de Kédougou, qu'on prenne conscience qu'on est responsable de nous-mêmes. Et là, même un enfant, si tu l'habitues à discuter avec lui petit à petit, il va comprendre et il va se méfier à ces aléas qui se passent dans la vie. Par exemple, tu lui dis, si jamais tu sors et que quelqu'un t'appelle, tu ne le connais pas, il ne faut pas répondre. Même s'il te propose de l'argent, parce qu'il ne faut pas aimer aussi l'argent facile. C'est ça qui fatigue nos jeunes d'aujourd'hui. Viens, on va travailler ensemble. Une journée, tu vas gagner 50 000, mais ces 50 000 là où ils vont t'amener, c'est ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme solution face à ces menaces? Je pense bien, face à cette menace d'extrémisme, je pense que ce qu'il faut, le rôle d'un jeune leader, je pense que c'est de participer à la sensibilisation. Sensibilisation à travers peut-être des ateliers d'échange entre jeunes. Ça, je pense que c'est très important parce que, comme vous avez dit, hein, on est une région frontalière avec deux pays, à savoir la Guinée et le Mali, qui est un pays vraiment qui connaît beaucoup de troubles, quoi.
Donc ça, c'est une responsabilité des jeunes. Et aussi, ils doivent avoir une très bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Parce que les jeunes à eux seulement, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas faire l'affaire. Les forces de défense à eux seulement, à elles seulement, elles ne peuvent pas vraiment aussi régler le problème. Donc il faut vraiment une bonne collaboration entre tout le monde, quoi, une synergie d'action entre toute la population. Je pense que c'est ce qui permettra d'éviter cela, parce que c'est quelque chose qui est là, hein, qui est à notre alentour. Donc il faut qu'on en soit conscient. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Alors pour finir, nous allons faire un résumé sur l'organisation et la gestion foncière. Je vais m'adresser à Mohamed Aïdara. Quelles sont les notions que vous avez tirées sur ce modèle, la gestion foncière? Sur la gestion foncière, les modèles que j'ai retenus, en tout cas, il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez en tout cas une parcelle qui vous appartient, il faudra tout faire en tout cas pour régulariser excusez-moi, oui, en tout cas faire les démarches administratives. Oui. Donc il faudra tout faire pour en tout cas avoir les papiers nécessaires pour en tout cas dire que voilà, cette parcelle m'appartient. En tout cas, ce que j'ai retenu encore, il nous a dit qu'en tout cas, il y a des domaines privés, comme il y a un domaine encore national. C'est-à-dire quand on parle de domaine national, c'est ce qui appartient à l'État. Donc que quelqu'un d'autre, un citoyen lambda, ne peut pas ni hériter, ni céder, voilà, ni vendre. Donc, j'ai retenu ces termes-là que je ne connaissais pas avant. Donc, dorénavant, je sais en tout cas, quand on parle de terre, quels sont en tout cas les paramètres qu'il faudra en tout cas respecter et qu'il faudra aussi mettre en exergue. Madame Camara, vous qui étiez tellement concentré sur ce cours, est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce qui a été capté? Bon, la gestion foncière, bon, je veux dire que c'est un cours qui m'intéresse beaucoup, et même si je pouvais avoir encore une autre session de formation sur ça, ça allait m'intéresser. Parce que c'est une question que l'on rencontre le plus souvent dans la région de Kédougou surtout. Donc savoir comment s'y prendre pour garder son bien, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai insisté sur ce point. Et pour que je puisse comprendre, parce que je ne savais pas. Si. Toutes les questions que j'ai posées ici, c'était juste pour savoir et comment m'y prendre demain. Il ne faudrait pas aussi que je vienne pour une session de formation dans la gestion foncière et que je sorte encore pour dire, si je savais, j'allais demander. Raison pour laquelle. Et une fois à la sortie de cette interview aussi, je vais faire ce que monsieur le préfet m'a suggéré, je vais l'approcher pour mieux éclaircir ce document que j'ai à ma possession. Okay, super. Hassan, oui? Comment vous voyez la gestion des collectivités territoriales dans votre zone? Bon, moi, comme je vous avais dit au début de ma présentation, bon, je suis conseiller municipal à la commune de Dindefello. Donc c'est vrai que j'ai quand même une certaine connaissance de certaines pratiques, en tout cas dans ma commune. Bon, je pense que voilà, il y a des choses à améliorer. Quelles sont ces choses? Que ce soit du côté foncier, que ce soit de tous les domaines, il y a des choses à améliorer, même s'il y a du positif, surtout le foncier. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de transparence dans la gestion du foncier, quoi. Et aussi d'ailleurs, ça va dans l'intérêt de la collectivité locale de faire comprendre à la population, voilà, comment ça marche, comment les choses en tout cas marchent, parce que sinon c'est pas évident, quoi. Il y a beaucoup de problèmes en interne, même si c'est pas seulement particulier à Dindefello, mais il y a beaucoup de problèmes quand même. Il y a beaucoup de problèmes, surtout aussi dans la gestion des infrastructures et aussi les problèmes des jeunes, surtout les problèmes des jeunes, les étudiants qui sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Leurs préoccupations sont, je dirais pas que leurs préoccupations ne sont pas prises en charge, mais il y a à améliorer, quoi. C'est vrai que ces temps derniers, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis par la municipalité. Mais j'encourage toujours, en tout cas, le maire et l'ensemble des conseillers d'en faire plus, parce que plus on investit sur sa jeunesse, je pense plus qu'on gagne demain. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir répondu. C'est la fin de notre émission. Mais avant de vous quitter, votre mot de la fin, s'il vous plaît.
Bon, mon dernier mot, c'est de vous remercier d'abord, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer à travers cet entretien, et aussi de remercier mes camarades avec qui j'ai eu à partager cette séance de formation, à savoir M. Aïdara, qui est un jeune frère, très dynamique, aussi très conscient, qui participe activement aussi au développement local de Dindéfelo. Donc je l'encourage à continuer dans ce sens. J'encourage également aussi ma sœur de Kédougou, qui est entrepreneur, et qui est femme, ce n'est pas évident, mais je l'encourage aussi, je vois qu'elle est dynamique. Et vraiment, cette séance aussi va nous permettre aussi de nous motiver, de nous engager davantage, parce qu'on a pu vraiment avoir beaucoup de connaissances qu'on n'avait pas par le passé, et ça nous motive davantage de continuer. Sinon, je lance un appel aussi aux autorités étatiques qui sont là, vraiment de nous accompagner, nous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, je veux dire, si je peux dire ainsi. Parce qu'on on a la volonté, mais on n'a pas les moyens vraiment pour faire grand chose. Et moi, mon ambition vraiment, c'est de faire de Dindéfelo une collectivité locale qui n'a pas besoin d'aller vraiment chercher de la nourriture ailleurs. Donc, comme j'entreprends dans l'agriculture et dans l'élevage, je veux pouvoir donner à moi seul peut-être servir le marché de Dindéfelo pour qu'il y ait de l'abondance de la nourriture. Merci. Merci à Aïdara. Ok, merci la presse. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Donc, de nous avoir donné cette opportunité, en tout cas, de se faire entendre et puis de partager avec, certainement les internautes, en tout cas sur les 2 jours de formation que nous avons eu à faire. Et puis je remercie aussi mes 2 camarades, mon grand Hassan, qui est un grand entrepreneur, même si lui il se sous-estime, moi je le considère comme un grand entrepreneur. Comme tu l'as dit, en tout cas il est en train de faire pas mal de choses pour la commune. En tout cas, celui qui appelle à la jeunesse ou bien qui ouvre des portes pour des gosses, en tout cas c'est quelqu'un à saluer, quoi. Si on avait 3 ou bien 4 personnes de son genre, en tout cas ce serait bénéfique pour une localité. Et puis ma soeur aussi, et que je demanderais en tout cas de nous appeler, de travailler avec elle, et puis de nous apprendre comment en tout cas entreprendre aussi. Donc peut-être en un mot, c'est juste nous qui sommes jeunes, nous qui sommes peut-être de petits leaders, en tout cas c'est avoir l'audace en tout cas d'aussi lancer, et puis comme disent les Américains, never give up, n'abandonnez jamais, while there is life, there is hope. Tant qu'il y a la vie, en tout cas il y a de l'espoir. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais dire en un seul mot. Donc, merci, mes très chers. Merci beaucoup. Madame Camara. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous remercier à vous d'abord, la presse. Mais mon grand remerciement, je vais l'adresser d'abord à Madame Bokandé. Madame Bokandé, c'est la représentante de Konrad Adenauer ici à Kédougou. Et ce sont des partenaires qui ont beaucoup fait pour la jeunesse de Kédougou. Surtout sur la résilience. Parce que moi, ma première formation pour ce genre de phénomène, c'était avec eux. Bien que je suis membre de UNIX, parce que je suis chargée de la relation féminine dans UNIX. Mais depuis qu'on a travaillé avec Konrad Adenauer, les étapes qu'on a traversées, c'est vraiment avec succès. Voilà, je vais la remercier au passage. Remercier aussi mon président Nestor Bianquin, qui est le président de UNIX. En global, remercier aussi mes camarades qui sont là. C'est la première fois qu'on a partagé un plateau, je dirais. Mais ce sont des gens extraordinaires qui sont faciles à approcher. Et Camara et Aïdara, je vous souhaite un bon retour de toute façon et une bonne continuation surtout. C'est par ce biais-là qu'on peut se connaître et avoir des relations peut-être futures. Pourquoi pas être partenaire un jour. Merci à vous. Ok. Voilà, c'est la fin de notre émission. Mais avant de vous quitter, nous allons remercier à nos invités de nous avoir répondu, mais également remercier le projet Saint-Résilience qui sont là pour le développement de la région, mais aussi pour la prévention de l'extrémisme violent, car on est frontalier avec 2 pays, à savoir la Guinée et le Mali. C'est l'occasion vraiment de les remercier, féliciter et encourager d'avance.
Merci aux caméramans Bokar Diallo et Talibé Diallo, la partie technique Adama Diaby et à la présentation Amadou Paté Diallo. Merci, à la prochaine fois. Merci. Merci.